Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons décrit les changements dans l'organisation du travail, notamment au cours du XXe siècle, même si nous avons brièvement parlé de quelques changements qui semblent apparaître au début du XXIe siècle. Nous avons vu que ces changements étaient avant tout motivés de la part des entreprises par la recherche d'une plus grande productivité du travail, par la volonté d'augmenter l'efficacité des travailleuses et des travailleurs en les organisant mieux. La question de la maîtrise des coûts est donc une question cruciale, peu importe le type d'organisation du travail. Elle est simplement finalement traitée différemment. Dans la vidéo précédente, nous avons vu aussi brièvement quelques effets sur la qualité du travail que pouvaient produire ces différentes formes d'organisation du travail. Nous avons notamment parlé des effets positifs que pouvait provoquer l'augmentation des salaires pour motiver les travailleurs et les travailleuses à rester dans l'entreprise et à ainsi acquérir de l'expérience et donc devenir plus productifs, plus efficaces, ce qui bénéficiera in fine à l'entreprise. Et nous avons aussi parlé des effets positifs associés au management participatif qui accordait du coup plus d'autonomie et plus de reconnaissance à l'opinion des travailleurs et des travailleuses, notamment dans des tâches d'exécution, sur les tâches exécutées. Nous avons aussi brièvement parlé de quelques effets négatifs, et c'est justement cette question des effets négatifs que nous allons approfondir dans cette question, en voyant que finalement, la question de la maîtrise des coûts peut être associée à différents inconvénients. Allez, c'est parti! Premier problème, le risque de polarisation des emplois. En effet, dans la vidéo précédente, j'avais bien indiqué que finalement, ces grandes formes d'organisation du travail, que ce soit le Fordisme, le Toyotisme ou les formes d'organisation du travail plus souples et plus attentives aux attentes des travailleurs et des travailleuses, et notamment à la question de l'aménagement entre vie privée et vie professionnelle, ces différentes formes d'organisation du travail n'étaient jamais universelles, et certes, elles pouvaient apparaître et donc attirer de l'attention, elles pouvaient se diffuser à partir de là, mais vous aviez toujours, selon les secteurs, différentes formes d'organisation du travail qui coexistaient en même temps. Et c'est justement ce à propos de quoi on peut s'inquiéter, le fait qu'il y ait un risque de polarisation des emplois en termes d'organisation du travail. En gros, pour que ce soit bien clair, le risque que vous ayez d'un côté des emplois dans notamment les secteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc des emplois plutôt avec un haut niveau de qualification exigé, où justement on a une très bonne qualité du travail et de l'emploi, où donc on a des contrats qui sont stables, un bon niveau de rémunération et justement une organisation de travail qui cherche à faire attention à l'aménagement entre vie privée et vie professionnelle, notamment à travers la question du télétravail. Mais à côté de ça, que vous ayez en réalité de nombreux emplois qui sont peu qualifiés, mal rémunérés, très instables, très précaires, et où vous avez soit quelque chose qui est assez taylorien ou avec des tâches qui sont très répétitives, absolument aucune autonomie et absolument aucune reconnaissance de l'expertise et de l'expérience développée par les travailleuses et les travailleurs, ou des tâches qui sont peut-être moins répétitives, mais où en tout cas clairement on a un faible niveau de rémunération, de la précarité, etc. Comme un peu finalement ce qu'on voit avec les livreurs qui se développent avec justement le développement de l'e-commerce, les emplois de livreurs qui sont clairement mal payés, précaires, etc. En gros, c'est un peu ça, les caractéristiques de la nouvelle économie, des emplois qui sont polarisés et du coup des organisations de travail qui sont très différentes, avec des emplois où on va tout faire pour chouchouter les travailleuses et les travailleurs, et d'autres où on va utiliser clairement les travailleuses et les travailleurs comme de la simple chair à canon, de la main-d'œuvre qu'on peut utiliser, qu'on peut renouveler sans aucun problème, finalement à laquelle on n'accorde pas un moindre degré d'humanité et de dignité. Dans la vidéo précédente, on avait aussi parlé de la question de l'externalisation, en disant que c'est un moyen pour les entreprises de se concentrer sur ce qui est au cœur de leur activité
et de laisser d'autres entreprises se concentrer sur d'autres activités dont on a besoin, mais qui sont peut-être plutôt marginales. Par exemple, un exemple classique d'externalisation, c'est la question du ménage, de l'entretien, qui a souvent été externalisé, et on retrouve maintenant cette externalisation même au sein de la fonction publique. Le problème, c'est que certes, en théorie, on pourrait se dire, bon bah voilà, vous avez des entreprises qui sont spécialisées, qui deviennent plus efficaces, mais en réalité, ce qu'on observe, c'est que l'externalisation, c'est surtout un moyen pour les entreprises les plus puissantes, avec les emplois les mieux qualifiés, les mieux rémunérés, de mettre en concurrence différentes entreprises, de mettre en concurrence différents travailleurs, différentes travailleuses, et donc d'exercer à travers cela une pression pour avoir des coûts toujours plus bas, même si ça ne passe que en réalité par une pression accrue sur les travailleurs et les travailleuses, des conditions de travail dégradées, et toujours la possibilité de se dire ah bah non, mais finalement on a trouvé mieux ailleurs, moins cher ailleurs, donc on va partir. Donc vous avez pour les entreprises qui sont sous-traitantes, vous avez une souplesse et en même temps aussi une certaine autonomie dans le sens où en tout cas elles peuvent facilement lier, être au courant et être responsables de tout ce qui se passe dans les entreprises auxquelles elles sous-traitent, parce que justement ça ne fait pas partie de leur activité. Si les personnes qui font le ménage dans vos locaux sont vos salariés, vous devez en prendre soin, vous en êtes responsable en tant que justement chef d'entreprise. Mais si c'est vous, vous êtes juste un client de l'entreprise qui emploie ces personnes. Vous voyez juste le travail qui est fait au final et dans quelles conditions c'est fait, ça ne vous regarde pas finalement. Donc c'est bien pratique. Et ce qu'on observe aussi, pour le coup avec l'exemple du ménage et de l'entretien des locaux, c'est qu'il y a plutôt une dégradation de la qualité. Qu'à un moment où, lorsqu'on avait des personnes qui étaient employées dans notre entreprise, qui travaillaient à plein temps sur cette question, on leur faisait faire du coup plus d'heures sur le ménage, alors que là, afin d'économiser, on va tout simplement prendre moins d'heures et peut-être avoir un service qui sera de moins bonne qualité aussi parce que on laissera pas le temps, on ne mettra pas des conditions de travail qui sont assez bonnes pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses de faire le travail correctement. Enfin, autre aspect qu'on voit se développer pour maîtriser les coûts, utiliser la motivation des travailleurs et des travailleuses afin de leur imposer des conditions de travail qui sont très dures. Ça, c'est surtout vrai pour tout ce qui peut être qualifié de métier passion, par exemple le journalisme, tous les métiers médicaux et les professions paramédicales type infirmière ou infirmier, la recherche universitaire, etc. Des métiers où il y a justement un fort attachement à ce qu'on fait, c'est peut-être aussi des métiers dont on pouvait rêver quand on était plus jeune, et au nom justement de cette motivation des travailleurs et des travailleuses, on va se permettre de leur imposer des conditions de travail très mauvaises, en termes de rémunération, en termes de stabilité de l'emploi, etc. Un peu en gros sur le raisonnement, quand on aime, on ne compte pas. Et donc voilà, tu aimes ton travail, tu aimes ton emploi, donc voilà, fais des heures supplémentaires, démène-toi, ne critique pas ce qu'il y a, parce qu'au final, tu fais le métier de tes rêves. Donc là, on utilise un aspect de la qualité du travail et de l'emploi, le côté motivation, pour renier sur tout le reste, et pour faire avaler tout le reste. Il y a aussi la possibilité de promettre justement que une meilleure insertion professionnelle, un emploi de meilleure qualité en termes de rémunération et de stabilité de l'emploi dans le futur. Un futur qui peut-être est assez lointain, qui s'éloigne, qui semble toujours plus lointain. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on a l'impression de s'en rapprocher, au contraire, on a l'impression qu'on ne va jamais atteindre ce futur prometteur. Mais voilà, le raisonnement de dire serre les dents, ça ira mieux après. Et donc, pour l'instant, tu avales toutes les couleuvres qu'on te fait parce que tu sais qu'à un moment, peut-être que tu auras ce fameux poste qui te fait rêver. Et donc, en gros, on utilise le dévouement des travailleurs et des travailleuses dans le cadre de leur emploi, leur motivation pour dire si tu aimes tellement ton travail, tu peux pas faire de critique. Donc, il y aurait une contradiction et du coup, on peut te faire faire tout ce qu'on veut.
Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve avec la question du service civique, qui normalement est pas exactement de l'ordre du bénévolat, mais un statut justement intermédiaire entre le bénévolat et un véritable emploi, et qui est fait souvent utilisé pour confier aux personnes qui s'y engagent des tâches, des responsabilités qui correspondent véritablement à un emploi qui pourrait être créé, mais finalement, puisque ça se fait dans le cadre du service civique, on a une rémunération qui est beaucoup plus faible, et ensuite on peut éventuellement faire changer quand il y a besoin. On a pu aussi voir cette question avec la fabrication des masques artisanaux au début de la crise sanitaire, en disant finalement, bon voilà, les personnes, et souvent des femmes, qui fabriquent ces masques artisanaux, qui parfois peuvent les distribuer, hein, pas juste les fabriquer pour l'entourage, mais fabriquer de façon plus massive, finalement, vous faites ça pour le bien de la nation. Vous faites ça pour tout le monde. Et donc, vous ne pouvez pas rechercher de rémunération puisque vous le faites par pur dévouement. Et ce qu'on fait remarquer à juste titre un certain nombre de ces personnes, c'est de dire, moi, je suis une couturière professionnelle. Normalement, quand je fais un vêtement, une pièce de vêtement comme un masque, je me fais payer. Donc là, je fais du travail bénévolement. C'est du travail pour lequel je ne me fais pas payer et qui me coûte, hein, en termes de, il faut que j'achète le tissu, etc., et qui me prend du temps sur une activité qui pourrait être rémunérée. Donc, ce serait quand même un peu logique que je sois rémunéré et on peut pas se contenter de dire mais non, mais vous faites ça pour le bien de la nation, donc acceptez de ne pas être payé, acceptez de vous mettre vous-même dans une situation très mauvaise parce que c'est pour de bonnes causes. Bon, vous l'aurez compris, là j'ai été assez critique dans cette vidéo et ça va pas forcément s'arranger par la suite, hein. On va avoir d'autres choses, notamment sur les frontières entre travail, emploi, inactivité qui deviennent plus floues. Là on l'a vu un petit peu à travers la question du service civique, pardon. On va aussi voir le problème inverse des personnes qui sont dévouées et à qui on impose des conditions de travail, avec la question de personnes qui ne trouvent pas de sens dans leur travail et qui n'osent pas quitter pour autant parce que c'est un emploi qui est assez bien protégé, assez bien rémunéré. Donc en gros, la question des bullshit jobs. Mais tout ça, c'est pour les vidéos suivantes. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.